Bonjour à tous, merci d'être là. On m'avait demandé de parler un petit peu de l'univers pendant cette rencontre. Et voilà, il se trouve qu'avant-hier, je me suis dit, bon, autant rendre hommage à un des plus grands scientifiques du XXe siècle, peut-être un des plus grands scientifiques de tous les temps, dont le travail est au final, je trouve, un petit peu méconnu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit voyage dans l'univers très grand, dans l'univers très petit, une sorte d'historique de là où on en était avant que professeur Hawking ne commence à faire de la science, pour que vous voyez à quel point sa vision a transformé la façon dont on comprend le monde, dont on comprend l'univers. Bon, vous allez me dire que je suis biaisé, parce que c'était mon directeur de thèse, mais imaginons que je sois objectif, d'accord ? Parce qu'on va tous être un petit peu biaisés ou pas. Mais quand même, il a fait certaines petites choses. Alors, il se trouve que nous, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez quand même pas mal à l'astronomie, à ce qui se passe dans le ciel. Vous avez probablement des connaissances théoriques relativement poussées, notamment en théorie quantique des champs en espace courbe. Tout le monde, parfait. Non, sans blague, vous avez quand même des notions de base qui sont avancées par rapport au public général. C'est en particulier vous qui souvent transmettez ça à d'autres personnes derrière. Du coup, on ne se rend pas forcément tous les jours compte d'à quel point notre savoir d'aujourd'hui est complètement dingue. Ne serait-ce qu'il y a 50 ans, on n'avait absolument pas la même vision de l'univers qu'on a aujourd'hui. Il y a 100 ans, n'en parlons pas. Il y a 500 ans, c'était complètement différent. Commençons par Newton. Nous, on est là, aujourd'hui, à appréhender le monde qui est autour de nous. On a un cerveau qui nous permet de penser la réalité qui nous entoure. On est la seule espèce que je connaisse qui ait jamais vécu sur Terre qui soit capable de ça, de regarder notre environnement et de le rendre abstrait. Peut-être que d'autres animaux le font, mais ils ne s'expriment pas suffisamment correctement pour qu'on puisse s'en rendre compte. Donc, pour l'instant, il n'y a que nous qui sachons faire ça. On a 5 sens qui nous permettent d'appréhender le réel, tout ce qui est autour de nous. 5 sens qui nous permettent, d'une certaine manière, de faire un lien entre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et tout l'environnement qui est autour de nous. On peut regarder ce qui est près de nous, on peut sentir l'air, voir la lumière, sentir sur notre peau des choses, toucher, goûter, etc. On peut regarder les étoiles et on peut se mettre à faire des prédictions. On peut se mettre à réaliser qu'autour de nous, certaines choses se répètent. Le lever du soleil le matin, un lancer d'objets. Ce que je montre en général, c'est la bouteille de mon prédécesseur, j'imagine. Ce que je dis en général, c'est que je lance la bouteille. Qui veut l'attraper ? Elle est ouverte. Je parie que si je la lance... Qui veut essayer de l'attraper ? Ah, merci, c'est des fous. Donc si je la lance, je peux parier par exemple que l'eau va rester dedans, ou que l'eau qui s'envole de la bouteille va faire un looping, revenir dans la bouteille, et la bouteille, avant de vous toucher, revenir dans ma main. En général, c'est ceux du haut qui veulent parier ce genre de choses. Ou aussi, je peux vous demander, sinon, à tous, si je compte jusqu'à 3, s'il vous plaît, sautez sur votre chaise et touchez-moi le plafond. 1, 2, 3. Merci, t'étais pas loin. Pourquoi personne d'autre n'a essayé ? Parce que vous avez tous le sentiment que c'est pas possible. Parce qu'on a tous le sentiment qu'il y a des lois dans la nature. Découvrir ces lois, c'est le rôle de la physique. Découvrir ces lois et imaginer qu'elles puissent s'appliquer à l'univers tout entier, on doit ça à Newton. Grâce à Newton, on a découvert une formulation mathématique des choses qui se passent autour de nous. Si je prends ma bouteille et que je la lance, les équations de Newton vont me dire quelle est la trajectoire de cette bouteille. Et il s'est dit, chose hallucinante pour l'époque, que voilà, ce qui se passe autour de nous se passerait de la même manière dans l'espace, en changeant certains paramètres. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Ce qui se passe sur Terre se passerait sur la Lune, obéirait aux mêmes lois. Sur une autre planète, ce serait la même chose partout. C'est pour ça qu'il a appelé sa loi de la gravitation une théorie universelle de la gravitation. Elle s'applique dans l'univers tout entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bond que ça fait dans la pensée.
Avant ça, tout s'appliquait autour de nous, le reste, c'était le domaine des dieux, le domaine des sphères célestes, le domaine au-delà de l'humain. Tout d'un coup, ce qui est au-delà, on y appartient aussi. Tout d'un coup, il y a une sorte d'unité dans l'univers qui s'offre à nous. Très bien, on part de ça. Donc on a sa théorie universelle de la gravitation. On a une formule, la formule de la gravitation de Newton. Appliquons-la, voyons, vérifions, ce qu'ont évidemment fait d'autres scientifiques, vérifions si cette équation s'applique partout, si elle est aussi universelle qu'il le dit. On peut vérifier sur Terre, je peux lancer 200 fois, 200 000 fois, 200 milliards de fois la bouteille, elle tombera toujours là où l'équation de Newton nous dit qu'elle tombera. Si je regarde des choses plus grosses, la Terre tourne-t-elle autour du Soleil comme Newton le prédit? Oui. Les autres planètes, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, tout le monde est, je suis sûr que vous le savez tous, oui. Mars, la Terre, on vient de le dire, oui. Mars, Vénus, oui. Mercure, non. Eh bien non. Qui savait que Mercure n'obéit pas aux lois de Newton? Qui ne le savait pas? On peut mettre un petit autocollant sur ces gens? Newton prédit une orbite des planètes autour du Soleil qui s'applique lorsque la gravitation est faible. Lorsqu'on se rapproche du Soleil, la gravitation augmente. Les lois de Newton ne s'appliquent pas forcément encore. La différence de trajectoire pour Mercure entre ce qui est prédit par Newton et la réalité est minuscule, mais elle existe. Pendant 180 ans, les scientifiques qui connaissaient cette petite erreur ont essayé de trouver une raison pour cette erreur. En science, en général, lorsqu'il y a un petit truc qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose de gros qui se cache derrière. Là, en l'occurrence, c'était très gros. Mais avant d'arriver au changement qui a été fait pour que Mercure fonctionne, ça a été publié par Newton en 1687, si je ne me trompe pas. En 1687, dans un livre qui s'appelle « Les principes mathématiques d'une philosophie naturelle ». Environ 100 ans plus tard, en 1783, il y a un scientifique anglais à Cambridge qui s'appelle John Michell. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent, lui. Pour Mercure, je veux bien que tout le monde sache, ou presque. John Michell, qui le connaît? Qui ne le connaît pas? Qui ne comprend rien à ce que je dis? John Michell, donc, un scientifique anglais, regarde les théories de Newton. Newton a prédit, ou a supposé, que la lumière, ce qu'on voit, est faite de particules. Une particule, ça avance à une certaine vitesse. Michell s'est dit, je vais appliquer les équations de Newton à une étoile. Une étoile, ça émet de la lumière. La lumière, elle doit s'échapper de la gravitation de l'étoile pour sortir. Forcément, d'après Michell, la lumière devrait être ralentie par la gravitation de l'étoile. Donc on pourrait savoir combien pèse une étoile en voyant la vitesse de la lumière qui sort de l'étoile. Et il s'est même dit que une particule de lumière devrait avoir une certaine masse, ou bien une certaine énergie peut-être, une certaine masse. Du coup, peut-être qu'une étoile suffisamment grosse pourrait ralentir tellement la lumière qui s'échappe qu'elle ne peut plus s'échapper. Donc John Michell, que personne ne connaît, a inventé les trous noirs. C'était en 1783. Il a fait cette proposition devant des transactions, je crois que ça s'appelle comme ça, de la Société philosophique de Londres, la Société de sciences de Londres, où il est arrivé calcul à l'appui avec ça, et tout le monde lui a dit gentiment de retourner chez sa maman. Parce que c'était complètement débile ce qu'il nous racontait. Ça ne peut pas exister un astre qu'il a appelé lui-même une étoile sombre. C'était dans ses textes. Dark Stars. 20 ans plus tard, il y a un Français qui a fait exactement la même chose, sans le savoir, sans connaître les théories de Michell. C'est Laplace. Laplace a, dans un livre, fait les mêmes calculs, abouti au même résultat, et recréé les trous noirs. Dans ce cas-là, je crois que c'est lui, ou plus tard, mais il a appelé ça des astres occlus. Ce que je lis aussi. Bon, malheureusement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'aussi autant incroyable, aussi incroyable qu'aient été leurs calculs, on n'a pas le droit de les utiliser. Parce que lorsque la gravitation devient trop forte, on n'a plus le droit d'utiliser Newton. Newton, c'est une de ces théories sublimes, parfaites, parce qu'on
on sait où elle s'applique, elle marche toujours, on sait où elle s'arrête et on sait ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est là qu'intervient, mais un petit peu plus tard, Stephen Hawking. D'abord, la gravitation. Donc on avait ce problème avec Mercure, d'accord ? Mercure, 180 ans après les théories de Newton, il y a quelqu'un qui s'est dit, il faut qu'on oublie toute cette histoire de force gravitationnelle, c'est trop compliqué. Il y a des gens qui se sont dit que pour que Mercure fonctionne, il faudrait qu'il y ait une autre planète qui existe, qui l'attire. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a trouvé Neptune, Uranus et ce genre de planètes. Donc il faudrait qu'il y ait d'autres planètes qui soient là, une planète X ou autre. Eh bien non, elle n'existe pas. Alors comment on fait ? Au lieu de rajouter des épicycles, pour ceux qui connaissent le terme, des cercles et des cercles partout, il s'est dit, oublions tout ça et imaginons que la gravitation ne soit pas une force, mais ce qui reste lorsqu'on a tout enlevé de l'espace. Donc imaginez, pendant 2 secondes, l'univers tout entier dans vos têtes. Vous me dites quand c'est bon ? Maintenant, c'est bon ? Maintenant, vous effacez tout. Vous enlevez tout. Il reste quoi ? Vous savez pas trop, hein ? Il reste rien, tout à fait. Ce que la personne en question s'est dit, c'est que c'est dans ce rien que naît la gravitation. Ce rien n'est pas rien, ce rien est quelque chose, une sorte de, je ne sais pas moi, de fabrique, de tissu peut-être en 3 dimensions, peut-être même en plus, qui reste là. Et lorsqu'on remet à l'intérieur des objets, ce tissu, cette fabrique va interagir avec les objets qu'on a mis à l'intérieur. Ce tissu, il n'est pas fait de n'importe quoi. Il est fait d'espace et de temps. On l'appelle l'espace-temps. La gravitation, d'après cette personne, c'est une interaction entre de la masse, de l'énergie, ce que vous voulez, et l'espace et le temps. Une déformation de l'espace-temps par l'énergie, par la masse. Ça devient un petit peu plus abstrait que la force de Newton, sauf que la force de Newton, personne ne savait ce qu'elle voulait dire. Personne. C'est facile de dire une force, mais c'est quoi cette force ? Là, Einstein, car il s'agit de lui, nous a dit que cette force de Newton n'en est pas une, que c'est une déformation de l'espace-temps, et que la raison pour laquelle on tombe, c'est qu'on glisse le long d'une pente, une pente dans l'espace-temps. Si vous n'avez pas réussi à sauter là de votre chaise, malgré une tentative, à toucher le plafond, c'est parce que la pente est trop raide. La gravitation de la Terre est trop forte pour l'énergie qu'on a dans nos jambes. Donc on a une sorte, grâce à ça, tout d'un coup, on a une sorte de vision globale de l'univers dans laquelle l'espace et le temps forment une sorte de continuum, c'est ce qui est employé pour les fans de Roland Le Hook, ce qui est utilisé dans les termes de science-fiction, etc. Un continuum qui englobe l'espace, l'univers en entier et qui peut se déformer autour d'objets. On n'a plus tout d'un coup l'idée, la notion même d'un espace qui serait là et d'un temps extérieur avec une horloge. Ça, c'était Newton, c'est fini. L'espace, on le définit autour d'un objet, le temps, on le définit autour d'un objet. De définir ça globalement devient beaucoup plus compliqué. Ça, c'est pour le très grand, la théorie d'Einstein. Dans cette théorie-là, ça c'était, disons, aux alentours de 1915, d'accord, qu'a été pondue cette théorie. Quelques années plus tard, elle a été vérifiée, vous le connaissez l'histoire, j'imagine, par un monsieur qui s'appelle Eddington, lors d'une expédition où il a vu que les étoiles autour du Soleil lors d'une éclipse n'étaient pas là où elles devaient être. Donc l'espace et le temps autour du Soleil étaient déformés et changeaient la trajectoire des rayons lumineux dans l'espace. À ce moment-là, il y a un journaliste qui allait voir Eddington et qui a dit « Mais il paraît que c'est tellement compliqué, il paraît qu'il n'y a que 3 personnes sur Terre qui comprennent la théorie d'Einstein. » Alors Eddington a regardé le journaliste de manière un peu méprisante et lui a dit « Bon, il y a Einstein, il y a moi, qui est le 3e ?» Aujourd'hui, on apprend cette théorie en master. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça demande une certaine habitude. L'apprentissage précoce permet d'être familier avec ce genre de théorème assez rapidement. Il se trouve que, voilà, 1915. On va sauter à 1930. 1930, il y a 2 scientifiques qui s'appellent Oppenheimer et Snyder. Oppenheimer, c'est le même que celui de Los Alamos, qui ont écrit un papier dans lequel ils expliquent que la gravitation peut parfois prendre des proportions telles que la surface d'un objet peut n'avoir d'autre choix que de s'effondrer sur lui-même. C'est-à-dire qu'on a un gros objet qui va devenir de plus en plus compact à cause de la gravitation et qu'aucune force connue, d'après eux, en tout cas à l'époque, n'était capable de stopper cet effondrement. On avait là
la renaissance des trous noirs de Mitchell, et pas encore de trous noirs, d'ailleurs des astroclus, ou astres sombres, ou étoiles sombres de Mitchell et de Laplace. Ils commençaient à réapparaître dans cette théorie de la gravitation. D'un autre côté, complètement indépendamment de tout ça, les scientifiques s'étaient mis à se poser des questions sur le très petit. Lorsqu'on regarde autour de nous, l'univers tel qu'on le perçoit avec ces 5 sens dont je vous parlais tout à l'heure, obéit à Newton. Ça correspond, ça marche très bien. Rien dans notre perception au quotidien ne sort de Newton. Dans le très grand, on vient de le voir, il y a Einstein. Dans le très petit, c'est plus Newton, c'est la physique quantique. La physique quantique, c'est extrêmement bizarre. Alors, juste un exemple, d'accord ? Il faut, pour aller en physique quantique, pour rentrer dans ce monde-là, oublier tout ce qu'on sait. Parce que nous, notre intuition, même notre émotion par rapport au quotidien, est basée sur nos sens. Dans le très petit, nos sens n'ont pas accès. Les lois de la nature dans le très petit ne sont pas nécessairement les mêmes que celles auxquelles nous sommes habitués. Eh bien, c'est le cas, c'est pas les mêmes. Donc oublions que vous êtes des individus avec une sorte de forme, oublions que vous êtes localisables, par l'armée par exemple, en ce moment même. Oublions tout ça, oublions qu'il y a un certain temps qui soit attaché à vous, oublions que votre énergie est limitée. Quand je vous ai demandé tout à l'heure de sauter jusqu'au plafond pour le toucher, c'est pas possible. Qui vous dit que c'est pas possible dans le très petit ? Dans le très petit, si on était tous miniatures là à l'instant, peut-être qu'un petit coup, ça vous monte là-haut, eh ben c'est le cas. Dans le très petit, on peut emprunter l'énergie à ce qui est autour de nous pour faire tout ce qu'on veut. Il y a un prix à payer. Hein. Ceux que ça intéresse, je pourrais vous le dire tout à l'heure. Mais on peut faire des choses qui n'ont pas d'équivalent dans notre quotidien. L'exemple typique, c'est les fentes de Jung. Je ne sais pas si j'imagine. Est-ce que tout le monde connaît l'expérience des fentes de Jung ? Qui n'a jamais entendu parler des fentes de Jung ? Qui n'a jamais entendu parler des fentes de Jung et ne savait pas pour Mercure en même temps ? Alors les fentes de Jung, pour ceux qui ne savent pas et même pour ceux qui savent, je vais vous faire un petit rappel. Okay ? On va dire que... Ah ben c'est très bien là. Il y a des... On va le faire physiquement. Hop. Il y a 2 murs. On va comprendre que ces 3 chaises. Il y a 2 trous au milieu. Disons que je veux lancer une bille. Okay ? Je pars d'ici, je fais rouler une bille. Bon, il y en a qui vont rebondir et qui ne vont pas passer, mais il y en a qui vont passer entre les chaises. Jusqu'ici, on est d'accord. Et disons qu'en passant entre les chaises, elles vont venir taper derrière et mettre une petite marque contre le mur. Si ça rebondit sur le côté, forcément, ça va aller par là. Si ça rebondit par là, ça va par là. Mais bon, si j'en lance 1 milliard, en gros, j'aurai un gros blob noir ici, si les marques sont noires, une là, et puis d'autres un peu éparpillées partout. Mais en gros, il y en aura 2 comme ça. Les billes qui sont passées par là, les billes qui sont passées par là. Maintenant, si je fais la même chose avec non pas une bille, mais une particule quantique, je n'obtiens pas la même chose. J'obtiens comme si... C'est possible d'avoir une particule quantique dans un appareil qui en fabrique une et qui la lance. Et ben, je la lance, et ce qu'on voit au final, c'est que la particule quantique, elle passe par les 2 trous en même temps, à la fois, pile en même temps. Il n'y a pas d'équivalent dans notre quotidien. C'est comme si moi, je voulais sortir et qu'il y avait 2 portes, et ben, je prends les 2 en même temps. Voilà. Vous rigolez, mais c'est vrai. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et on a un monsieur qui s'appelle Richard Feynman, qui est un grand génie, probablement un des plus grands génies du XXe siècle, qui a entendu son professeur dire ça à l'université, qui lui a posé la question, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur, s'il n'y a pas 2 trous, mais 3 ?» Donc là, c'est parfait, il y en a 3. Alors, le prof a dit la particule passe par les 3 trous, il continue sa leçon. Et 5 minutes plus tard, Feynman relève la main. « Monsieur, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas 3 trous, mais 4 ?» Alors, exactement. Le prof, un peu... Bon, il passe par les 4 trous, Feynman, réveille-toi. Et, ok. 10 minutes plus tard, « Monsieur, et s'il n'y a pas 4 trous, mais 5 ? Voulez-vous en venir, monsieur Feynman ? Dites-nous. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a tellement de trous qu'il n'y a plus de mur ? » Et bien là, le prof, il n'a pas su répondre. Et une bonne raison pour laquelle il n'a pas su répondre, c'est que quelques années plus tard, Feynman a eu le prix Nobel pour répondre à cette question, pour avoir répondu à cette question. S'il n'y a plus de mur, la particule passe quand même par tous les chemins. La
théorie mathématique qui est derrière tout ça s'appelle l'intégrale de chemin. C'est-à-dire qu'une particule, qu'elle soit de lumière ou autre, va, tant qu'on ne la regarde pas, passer par tous les chemins possibles. Ça, c'est dans le très petit. Le très grand, on a l'autre vision. Dans le très petit, l'espace et le temps sont les mêmes que Newton. Dans le très grand, ce n'est pas les mêmes que le Newton. Les deux ne se parlent pas. Le très grand, c'est une autre notion de l'espace et du temps. Le très petit, c'est une autre notion de la matière. L'espace et le temps sont les mêmes que Newton. Très petit et très grand sont diamétralement opposés. Alors vous allez me dire, on s'en fiche bien pas mal. Le très grand, c'est très grand. Le très petit, c'est très petit. Les deux sont bien séparés. On peut avoir des théories différentes pour l'un et pour l'autre. Là, on se rapproche de Stephen Hawking. Sautons dans les années 1960. Dans les années 1960, il n'y a pas grand monde qui parlait de science, de gravitation. J'ai pris une comment on dit, quote, une citation, merci, de Feynman, qui parlait de la gravitation. Je vais vous la traduire parce que je trouve que c'est bien d'être respectueux comme ça pour les gens qui font de la gravitation. Il y en a parmi vous qui aiment la gravitation ? Ouais, alors je vous dis, je ne veux pas tout vous lire parce que c'est un peu long, mais il sortait d'un meeting et il écrit une lettre à sa femme. Je vous la traduis, ça donne « Je vais nulle part en étant ici, j'apprends rien, parce qu'il n'y a pas d'expériences qui sont faites dans ce domaine, ce n'est pas un domaine actif, donc il y en a vraiment peu qui sont très doués qui travaillent ici. Le résultat, au final, en fait, c'est qu'il n'y a que des crétins ici. Entre parenthèses, 126, ils étaient 127 à la conférence. Et ce n'est pas bon pour ma pression sanguine, artérielle. Les choses qui sont dites sont tellement absurdes et discutées avec un sérieux aberrant que je comprends rien. À la fin, il dit à sa femme « Rappelle-moi de ne plus jamais venir à une conférence sur la gravitation ». C'est dans cette ambiance chaleureuse que Stephen Hawking a décidé de travailler sur la gravitation. Pourquoi ? Parce qu'il avait dans sa tête l'idée de faire ce qu'on appelle de la cosmologie. La cosmologie, c'est l'étude de l'histoire de notre univers tout entier. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Vous vous réveillez un matin et vous vous dites « je vais faire de la cosmologie ». Bon, je commence où ? Ça n'existait pas trop à l'époque, la cosmologie. Et puis c'était de la gravitation. Et vous voyez comme un des plus brillants scientifiques de l'époque se positionnait vis-à-vis de la gravitation. Mais juste à cette époque-là, dans les années 60, il y a un scientifique anglais qui s'appelle Roger Penrose qui venait de publier un papier qui expliquait, c'était lié avec ce qu'avaient fait Oppenheimer et Snyder là, sur les trous noirs, qui expliquait que si on faisait confiance à la gravitation d'Einstein, un trou noir, il se formait nécessairement lorsqu'une étoile trop grosse s'effondrait sur elle-même. Que si cette étoile obéit à certaines conditions qui sont somme toute assez naturelles, on n'a pas le choix que d'avoir une étoile s'effondrant sur elle-même qui crée quelque chose d'extrêmement spécial au final. Dans cet effondrement, elle crée ce qu'on appelle une singularité. Une singularité en gravitation, c'est un endroit dans lequel espace et temps ne veulent plus rien dire. On n'a plus le droit d'utiliser la gravitation d'Einstein. Ce que Penrose était en train de montrer, c'était qu'il existait à l'intérieur même de la théorie d'Einstein une preuve que cette théorie n'allait pas jusqu'au bout, que cette théorie n'était pas universelle, qu'elle prédisait elle-même, humblement, sa propre mort, sa propre limite. Qu'y a-t-il derrière ? On ne le sait toujours pas aujourd'hui, ce qu'il y a au-delà d'Einstein. Mais Penrose nous a montré que voilà, dans les trous noirs, il y a un endroit au centre où on ne peut pas observer quoi que ce soit, même dans notre tête, même avec notre imaginaire, en utilisant la gravitation d'Einstein. Hawking a vu ça et il s'est dit pourquoi ne l'appliquerais-je pas à l'univers tout entier ? Il a pris les équations d'Einstein, il a regardé ce que ça donnait et il a réalisé qu'en suivant les mêmes conditions énergétiques relativement normales pour la matière, notre univers avait forcément, c'est prédit par les équations d'Einstein, une singularité dans le passé. Un moment dans notre passé où espace étant global, global, je sais pas comment on dit, global, tout dans notre univers n'a plus de sens. Il a démontré donc
vers la fin des années 60, début des années 70, qu'il existait nécessairement dans le passé de notre univers un Big Bang. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savaient que c'était lui qui avait démontré que le Big Bang existe mathématiquement. Eh bien, c'est lui. Il était dans son début, il avait un peu plus de 20 ans, c'était pas très âgé à l'époque. Il venait de découvrir qu'il avait la maladie de Charcot, donc on lui avait donné à peu près 2 ans à vivre. Il avait tout abandonné, puis il s'est remis à faire de la science en voyant que ça avançait pas trop sa maladie, et il a réussi à faire ça en 2 ans, alors qu'on lui avait dit que sa maladie le tuerait avant la fin de sa thèse. Donc ça, c'était quand même pour donner une idée du personnage, alors qu'il n'a à peine 20 ans et qu'il vient de débarquer à Cambridge. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il s'est dit, c'est pas mal ce truc pour l'univers tout entier. Il y a, cela dit, une similarité entre Big Bang et trou noir. Parce que, vu qu'il a utilisé les théorèmes de Penrose pour avancer, c'était assez évident. En utilisant cela, il s'est dit, ça va me permettre d'étudier les trous noirs aussi. L'univers, il y en a un, des trous noirs, il y en a plein, normalement. À l'époque, personne ne pensait que les trous noirs existaient réellement. Je vous le dis juste comme ça. C'était absolument pas vérifié expérimentalement. Personne ne disait que ça devait exister, on ne savait pas où ils étaient, etc. Rien. Lui, il s'est dit, ça va me permettre d'étudier les trous noirs. Des objets gravitationnels extrêmes. C'est l'extrême de la gravitation. Souvenez-vous, pour Mercure, c'était là où il y avait un problème avec la gravitation de Newton. Les trous noirs, c'est là où il y a un problème avec les équations d'Einstein. Quand on fait de la physique théorique, ce qu'on veut, c'est un problème. Un truc où ça foire. Un truc où il y a 1000 personnes qui peuvent prétendre à un salaire. Où on peut travailler pour essayer de comprendre quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc lui, il s'est mis sur les trous noirs. Il était un peu le seul à l'époque. Il y avait un groupe qui était autour de lui à Cambridge, qui comprenait Penrose, etc. Il y avait un petit groupe qui était aux États-Unis autour de John Wheeler, qui est un des plus grands directeurs de thèse de tous les temps. Hein. Quasi tous ses étudiants ont eu un prix Nobel derrière. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillaient là-dessus. Et Stephen s'est mis à se dire, regardons comment fonctionnent les trous noirs. Et il a réalisé quelque chose d'absolument hallucinant. C'est que les trous noirs ressemblaient pas mal à un objet qu'on appelle thermodynamique. Alors ça, c'est un mot qui fait peur en général, thermodynamique. Pour moi, c'est une des plus belles inventions de domaine scientifique humain. C'est un domaine dans lequel la thermodynamique, c'est en gros comment fonctionne un ensemble extrêmement grand de petits objets. Par exemple, l'air qui est autour de nous, il y a énormément de particules dedans. La façon dont ça va interagir avec votre peau, avec l'air qui vient de là, avec les murs, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique. Normalement, un trou noir, ça avale tout. Donc ça n'a rien à voir avec un objet thermodynamique qui interagit avec l'extérieur. Un trou noir, ça avale tout. Il y a tellement de gravitation que l'espace-temps en est déformé à un tel point que tout tombe à l'intérieur. Tout tombe, y compris le temps. Ah, sympa ça. Je pourrais vous en dire un mot après. Mais tout tombe à l'intérieur d'un trou noir. Ce n'est pas un objet thermodynamique. Du coup, il s'est dit, si tout tombe, forcément, la surface doit grandir et ne peut faire que grandir. Dans l'ensemble des connaissances de l'époque, et je pense pas loin aujourd'hui encore, on n'a qu'une seule donnée, entité, qu'une seule chose qui ne va jamais que dans un sens. C'est l'entropie. L'entropie, c'est le degré de désordre d'un endroit. C'est le nombre de manières différentes que vous pouvez avoir pour atteindre un objet final. Par exemple, s'il y a une seule particule à un point, il n'y a pas 1 milliard de manières d'avoir cette particule à un point, il n'y en a qu'une. L'entropie, c'est 0. S'il y a plein de particules et que vous regardez de loin la température, où sont les particules à l'intérieur pour avoir une certaine température, il y a plein de manières différentes. L'entropie est plus grande. L'entropie ne fait qu'augmenter tout le temps. D'accord ? La surface d'un trou noir,
devrait ne faire qu'augmenter tout le temps aussi. Donc ça, c'est un théorème qui a été mis en avant et ce qui a une particularité, c'est que dans les études qui ont été faites sur les trous noirs par Hawking et ses collègues, ils ont réalisé que la surface d'un trou noir devrait être parfaitement lisse, que jamais rien ne pourrait vous donner une idée de ce qui est tombé à l'intérieur juste en regardant la surface. Elle devrait être nickel, toute tranquille, parfaitement lisse. Alors juste un petit truc rigolo, le terme de trou noir a été donné par justement ce John Wheeler, qui a eu des étudiants qui ont tous eu le prix Nobel. Il a appelé ça trou noir. C'est arrivé à l'Académie des sciences en France, trou noir. À l'Académie des sciences, que des jeunes gens bien sympathiques regardent trou noir et se disent non mais ça va pas la tête, on va pas appeler un astre dans l'espace trou noir. Ils ont donc refusé le terme pour cause d'obscénité. Vous pouvez regarder dans les annales, c'est ce qui est écrit. C'est vrai, c'est véridique. Donc ça a été refusé, on garde astre occlus. Très bien. Je pense que c'est en réaction à ça que tous les théorèmes de Brandon Carter, c'est tous ces noms-là, de Stephen Hawking et d'autres à l'époque, disant que les trous noirs ne peuvent être que lisses, ils ont appelé cet ensemble de théorèmes, et ça s'appelle encore aujourd'hui les No Hair Theorems, qui veut dire les trous noirs n'ont pas de poils. C'est le réel nom qui est donné à tous ces théorèmes aujourd'hui sur les trous noirs qui disent qu'ils sont tous identiques. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez un trou noir de loin, maintenant vous pensez à différents trucs, j'imagine, mais si vous regardez un trou noir de loin, vous pouvez les caractériser en utilisant que 3 données. La masse, la charge électrique, disons, et la façon dont il tourne, la rotation, le spin, disons. Avec ces 3 choses-là, vous avez tous les trous noirs de l'univers. Rien d'autre. Vous n'avez besoin d'absolument rien d'autre. Bon, ben là, il s'est dit qu'il commençait à faire un petit peu... C'était pas mal, il y avait ces trous noirs qui étaient là. Il a découvert que notre univers avait un Big Bang de par le passé, qu'il y a des trous noirs un petit peu partout dans notre univers et qui se ressemblent tous. Maintenant, on s'ennuie. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme recherche à partir de là? Eh bien, il s'est dit qu'à l'origine de notre univers, tout était tout petit. Toute l'énergie de tout ce qu'on connaît devait être rassemblée dans un volume minuscule. Si c'est rassemblé dans un volume minuscule, ça veut dire qu'il y a énormément d'énergie dans des volumes minuscules. Ça veut dire qu'il y a probablement plein de petits trous noirs qui se sont créés partout. Ce qu'on appelle des trous noirs primordiaux, minuscules, qui datent d'il y a très longtemps. Alors il s'est dit, c'est l'occasion de les étudier. Ils sont tout petits. Mais alors si je les étudie tout petits, je ne peux pas envoyer une planète pour étudier un trou noir minuscule. Ça ne marcherait pas, c'est trop gros. Donc ce qu'il faudrait faire, ce serait envoyer une particule quantique vers un trou noir, parce qu'on rentre dans le domaine du petit. Une particule quantique qui va aller taper sur un trou noir minuscule, et on va regarder ce que ça donne. Il a fait ça, il a commencé à faire ça dans les années 1972-73. Et il a vu quoi? Il a vu qu'en envoyant une particule quantique, celle-là même qui peut passer un petit peu partout, en l'envoyant vers un trou noir, il y a une partie de cette particule qui ressort de l'autre côté. C'est complètement impossible avec la gravitation. La gravitation pure d'Einstein prohibe, interdit de faire sortir quoi que ce soit d'un trou noir. Une particule quantique, elle, le peut. Elle peut ressortir de l'autre côté. C'était tellement dingue qu'il n'y a pas cru lui-même. Il a refait ses calculs 25 fois jusqu'à ce qu'il soit convaincu que ce soit effectivement ça, et il l'a publié. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les trous noirs s'évaporent. Que les trous noirs ne sont plus ces monstres éternels qui avalent tout, mais que eux aussi peuvent s'évaporer, émettre des radiations. Cette radiation aujourd'hui s'appelle la radiation de Hawking. C'est comme ça qu'on comprend l'évolution des trous noirs à long terme. Alors je vais faire une petite pause sur cette radiation de Hawking. Qui la connaît? Qui n'a jamais entendu parler? J'imagine les mêmes. Jamais entendu parler de la radiation de Hawking? Cette radiation, elle correspond à une certaine température. Si vous regardez un trou noir de loin, avec des très très bonnes jumelles télescopes, je ne pense pas qu'il y en ait qui soient vendus ici, ça n'existe pas. On peut voir on devrait pouvoir voir un jour, c'est pas le cas encore, sinon Hawking aurait eu le prix Nobel.
on devrait pouvoir voir une certaine radiation, une certaine température qui émane de tous les trous noirs existants dans notre univers. Cette température, elle a une formule. Cette formule, à mon avis, c'est la plus belle formule qui existe au jour d'aujourd'hui en physique. Pourquoi? Vous allez me dire, t'es pas objectif, t'as été son étudiant, c'est bon. C'est pas ça. Dans la nature, je vous disais tout à l'heure qu'on essaie de trouver des lois. À chaque fois qu'on trouve une loi, elle va s'appliquer à un domaine particulier. Lorsqu'on parle de gravitation, vous vous souvenez peut-être tous de cours à l'école, il y a un G, la constante de gravitation G. Quand vous avez une formule avec un grand G en physique, vous savez que vous parlez de gravitation. On le sait. Quand vous parlez de choses qui vont vite, il y a la vitesse de la lumière, c'est un C. Si vous voyez un C dans une équation physique, vous savez que vous êtes dans un domaine de choses qui vont vite et que donc vous êtes dans le domaine de ce qu'on appelle la relativité restreinte d'Einstein, c'est-à-dire l'étude dynamique des objets qui se déplacent très vite. Si vous voyez un K, avec un petit b parfois en dessous, c'est la constante de Boltzmann. C'est cette constante de thermodynamique qui nous permet de comprendre comment plein d'objets interagissent et donnent quelque chose vu de loin. Comment quelque chose devient macroscopique. C'est la constante de Boltzmann. Si vous avez un H avec une petite barre dessus, c'est que vous êtes en physique quantique. C'est la constante de Planck. Je vous ai dit tout à l'heure que la physique quantique et la gravitation, le très grand, ne se parlent pas. Ils n'ont pas la même notion, par exemple, d'espace et de temps. La température de Hawking, qui nous donne la température d'évaporation des trous noirs, possède toutes ces constantes en une seule formule. Il y a un h bar en haut, un c, la vitesse de la lumière, au cube, aussi en haut. En dessous, il y a 8 pi, c'est une constante, c'est le chiffre, disons. Et à côté, il y a k, g et la masse. Ça nous donne toutes les théories connues de l'humanité aujourd'hui qui se réunissent pour nous donner une formule. Je disais tout à l'heure qu'il y a le très grand et le très petit, que ce n'est pas très grave si ces théories ne se parlent pas. Le très grand reste très grand, le très petit reste très petit. Manque de peau, il existe des endroits dans notre univers où le très grand devient très petit, ou bien le très petit a été très grand, a été le tout. Les trous noirs, l'origine de notre univers. Les trous noirs, Hawking les ayant regardés, nous donnent une sorte de trou de serrure qui nous permet de regarder vers une théorie qu'on n'a pas encore. La théorie qui unifierait le très grand et le très petit. Quelle que soit la théorie qu'on trouvera plus tard, elle devra retrouver le résultat de la température de Hawking. En gros, le travail de Hawking sur les trous noirs nous a donné ce clé de serrure qui nous permet justement de regarder une théorie qu'on ne connaît pas, une théorie dont on n'a pas encore la clé. Tous les grands départements de physique théorique de toutes les universités de la planète cherchent cette clé. Tout le monde voudrait ouvrir, voir ce monde qu'on appelle de gravitation quantique, que personne ne connaît pour l'instant. On a des pistes. Vous avez certainement entendu parler ces jours-ci de théorie des cordes, de théorie de gravitation quantique à boucle, de ce genre de choses, même probablement d'autres encore, ou bien vous l'avez lu ailleurs. Il y a plein de pistes, aucune pour l'instant encore n'a gagné le trophée de la théorie de gravitation quantique. Donc ça, c'était fait. Étonnamment, il y a... Disons que ça n'a pas été vérifié expérimentalement, cette température de Hawking. Du coup, comment est-ce qu'on fait en physique théorique pour vérifier quelque chose quand on n'a pas d'expérience? Eh bien, plein de scientifiques qui n'y croient pas essaient de retrouver le résultat avec leurs propres outils à eux, leurs propres maths à eux, et tout le monde a retrouvé le même résultat que Steven. Du coup, Steven a essayé lui-même une autre possibilité. Cette autre possibilité, ça a été d'utiliser l'intégrale de chemin de Feynman. Ce n'est pas juste pour Feynman qu'il a fait ça. En science, vous savez qu'il y a une sorte de famille qui se crée. Lorsque vous avez un directeur de thèse, ça devient votre père. Le père de votre père, c'était le directeur de thèse de votre directeur de thèse.
ou mère de votre père, etc. C'est qui a été directeur ou directrice de thèse de quelqu'un de par le passé. Le directeur de thèse de Steven, c'était Denis Sciama, qui était génial. Le directeur qui a été aussi directeur de thèse de Roger Penrose, de Martin Rees, pour ceux qui connaissent, qui est un astronomeur royal aujourd'hui, et de pas mal d'autres personnes. Et le directeur de thèse de Sciama, c'était Paul Dirac. Paul Dirac, certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est lui qui a découvert un petit peu la formulation de la physique quantique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est lui qui a introduit l'intégrale de chemin. C'est lui qui a découvert l'antimatière. Il a eu c'est franchement le type. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont en thèse aujourd'hui ou tout le monde l'a déjà. Alors s'il y en a parmi vous qui sont en thèse, ce Dirac, c'est le type dont on voudrait tous être lui. Sa thèse fait 3 pages. Il a eu le prix Nobel. Franchement, on se dit, oh non, c'est possible. Quand on y a passé 8 ans et qu'on s'est arraché les cheveux, c'est lui qui a enclenché cette intégrale de chemin. Donc Steven, il connaissait tout ça. Feynman aussi, évidemment. Mais Steven s'est dit, essayons de retrouver cette température de Hawking en utilisant l'intégrale de chemin. C'est-à-dire en regardant les différentes histoires possibles d'une certaine particule dans un espace-temps qui contient un trou noir. Alors j'espère que vous êtes bien reposés parce que c'est pas trop compliqué jusqu'à présent parce qu'on va accélérer un petit coup là, ok ? Donc il a essayé de faire ça. Il a essayé de regarder tous les chemins toutes les histoires possibles d'une particule dans un espace-temps qui contient un trou noir. Et il a réalisé qu'il pouvait retrouver cette évaporation des trous noirs. Il le voyait, que parmi toutes les histoires potentielles que pouvait avoir une particule dans un univers qui possède un trou noir, certaines rentrent, certaines ressortent. En moyenne, il y en a qui rentrent et il y en a qui ressortent. En faisant la différence entre les moyennes, il a retrouvé la température de Hawking, la radiation de Hawking. Et il s'est dit, pourquoi ne pas faire ça pour l'univers tout entier ? Alors là, ça devient compliqué. Il a réussi à le faire dans certains cas. Dans certains cas d'univers, il s'est dit, ok, si notre univers est en expansion tel qu'on a l'impression de le voir, ça veut dire que l'expansion de l'univers, pardon, je fais juste une petite parenthèse là, pour ceux qui ne savent pas. L'expansion de l'univers, c'est imaginez que vous êtes tous des galaxies, là, ça ne doit pas être trop compliqué, vous êtes tous des galaxies, et vous regardez autour de vous. Vous allez tous voir tout le monde s'éloigner de vous. Pas une personne qui voit tout le monde s'éloigner, mais tout le monde voit tout le monde s'éloigner. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes les distances qui vous séparent de toutes les autres personnes qui vont s'étirer. Ce n'est pas vous qui allez bouger, ce sont les distances qui vont s'étirer. C'est ça qu'on appelle l'expansion de l'univers. Personne ne bouge au fond, mais vous allez tous vous éloigner les uns des autres parce que les distances s'étirent entre vous. Et plus vous êtes loin les uns des autres, plus il y a une distance grande, plus ça va s'étirer rapidement. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Cette expansion donc, va de plus en plus vite si vous êtes de plus en plus loin, et elle peut atteindre à un moment une distance telle et une vitesse telle que les choses peuvent s'éloigner de vous plus vite que la vitesse de la lumière. Ça rappelle ce qui se passe dans les trous noirs. Dans un trou noir, vous ne pouvez pas ressortir parce que ce qui tombe va s'éloigner de vous plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'est possible qu'il y ait des choses pareilles dans notre univers lointain, des endroits qui s'éloignent tellement vite de nous qui vont s'éloigner plus vite que la vitesse de la lumière. Dans un trou noir, la limite de non-retour, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle pour ressortir, il faudrait aller plus vite que la vitesse de la lumière, s'appelle l'horizon. Si vous avez dépassé l'horizon, vous pouvez être aussi fort que vous voulez, vous allez tomber et disparaître et puis émettre quelque chose de manière quantique, comme Hawking l'a démontré. Il s'est dit que c'était pareil pour l'univers. Dans un univers en expansion, il y a un horizon, non pas en bas, mais en haut, cosmologique, un horizon dans notre univers tout entier. Cet horizon, c'est l'endroit à partir duquel tout ce qui est au-delà s'éloigne de nous plus vite que la vitesse de la lumière et donc ne peut pas communiquer avec nous. Il s'est dit que cet horizon-là devrait s'évaporer lui aussi. Ça, il l'a fait avec un de ses collègues et étudiants qui s'appelle Gary Gibbons, et il a montré que dans un univers en expansion, l'univers lui-même rayonne de la matière, rayonne de l'énergie, voilà, au loin. Ça, c'était fait.
Maintenant, il est retourné à ses passions d'enfant, c'est-à-dire d'essayer de comprendre l'origine de notre univers. Alors souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de cette bouteille d'eau que bravement monsieur et monsieur voulaient attraper malgré qu'elle soit ouverte. Lorsqu'on veut essayer de déterminer quelle est la loi qui s'applique autour de nous, on peut sur Terre refaire l'expérience plein de fois. Je peux en lancer une à vous, une à vous, une à vous, regarder la trajectoire à chaque fois, et au bout d'un moment, une fois que tout le monde est trempé, dire « voilà, j'imagine que la trajectoire est une parabole, et donc je comprends que la gravitation sur Terre est une force inverse au carré de la distance, etc. » Retrouver les équations de Newton. On peut faire pareil avec Einstein et les objets qui en orbitent autour du Soleil très proches, etc. et retrouver Einstein. Ce qu'il faut pour une théorie, c'est deux choses. Une sorte de formule qui nous donne l'évolution dans le temps, la dynamique, et savoir d'où on est parti. Parce que je peux avoir toutes les équations de Newton qu'on veut, si je ne sais pas d'où je lance la bouteille, je ne peux pas vous dire où elle va tomber. Ce n'est pas possible. Si elle peut être lancée en Australie, elle ne va pas vous tomber dessus. Donc si on ferme les yeux et qu'on ne sait pas d'où part la bouteille, il n'y a aucune chance qu'on connaisse sa destination finale. Mais ce n'est pas grave, sur Terre, on peut faire plein de choses. Pour l'univers, c'est plus compliqué. On peut éventuellement trouver les lois qui s'appliquent à l'univers tout entier, mais d'où part-on ? Quelles conditions initiales peut-on donner à notre univers tout entier ? Et si jamais on en trouve une, on ne peut pas réitérer l'expérience. On ne peut pas le faire 25 fois. On ne peut pas recommencer 1000 fois à créer des univers, à voir si notre condition initiale était la bonne, à voir si les lois de la nature s'appliquent à chaque fois telles qu'on les comprend. C'est pas possible. Du coup, ce n'était pas dans le domaine des sciences. Jusqu'en 1981, où Steven, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous a donné mathématiquement une condition initiale à l'existence de notre univers. Et il a utilisé quoi ? Il a utilisé l'intégrale de chemin. Sauf qu'il ne l'a pas utilisé pour une particule unique, il l'a utilisé pour notre univers tout entier. Il s'est dit que si on remonte dans le temps, au bout d'un moment, on tombe sur cette singularité qui fait qu'espace et temps ne veulent plus rien dire. Et bien si ça ne veut plus rien dire, on les enlève, on les remplace par autre chose. Et vu qu'on est dans le domaine quantique, très petit, cette autre chose devrait pouvoir prendre toutes les possibilités existantes et autres. Ça se représente mathématiquement par une demi-sphère, en 4 dimensions. Une demi-sphère qui correspond à l'ensemble des possibilités d'un univers tel qu'il aurait pu être créé à partir de rien du tout, grâce à toutes les possibilités existantes antérieures à l'apparition de l'espace et du temps tels que nous les ressentons. Je vous ai prévenu que ça allait accélérer à la fin. Ça s'appelle je ne sais pas exactement, excusez-moi, comment ils ont appelé ça en français. En anglais, c'est No Boundary Proposal, c'est-à-dire c'est la proposition que l'espace dans le passé n'avait pas de bord. Une demi-sphère, ça n'a pas de bord. Si on est dedans, on n'aura pas de bord. Donc il s'est dit que l'univers n'avait pas de bord. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'en 1982, ensuite il a écrit ça, il a formalisé ça mathématiquement avec un collègue de l'université de Santa Barbara en Californie qui s'appelle Jim Hartle. Et tous les deux, ils ont décrit comment l'univers a pu être créé à partir de rien mathématiquement. Étonnamment, il a publié ça dans les Annales du Vatican, histoire d'être sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est que les Annales du Vatican ont accepté cette publication, bien que la dernière phrase du papier était « Mais où donc peut-on désormais trouver de la place pour Dieu ?» Et pourtant, ça a été publié. Donc bravo aux deux, je trouve, d'avoir eu cette ouverture d'esprit de faire ça. Aujourd'hui, où on en est par rapport à ça ? Aujourd'hui, beaucoup d'autres exemples de création de notre univers ont été donnés. Plein de théories ont poussé, sont apparues, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple la théorie des cordes et ce genre de choses, des théories dans lesquelles il y a plus de dimensions que ces 4 dimensions que nous connaissons, qui sont 3 d'espace et 1 de temps.
Il y a parfois des théories qui ont beaucoup plus de dimensions que ça, donc peut-être par exemple des univers parallèles. Il y a une quinzaine d'années, était très à la mode l'idée que notre univers ait pu être créé par la collision de deux univers avant nous. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner. C'est mathématiquement pas très facile à suivre comme calcul, mais en tout cas, c'était ce qu'on appelait des univers épirotiques. C'était par un scientifique qui était à l'époque à Cambridge et qui est aujourd'hui à Perimeter au Canada et qui s'appelle Neil Turok. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qui ont été donnés depuis de création de notre univers. Néanmoins, et c'est la façon de... Il y a Stephen qui a continué à travailler là-dessus jusqu'à la fin de sa vie, avec en particulier un de mes anciens collègues à Cambridge qui s'appelle Thomas Hertog, qui va en parler très bientôt dans un livre que je vous conseille de lire, et qui a essayé de regarder toute cette histoire de notre univers d'un autre point de vue. Non pas de commencer par une condition initiale et d'essayer de développer pour revenir jusqu'à nous, mais de commencer notre compréhension de notre univers d'où nous sommes aujourd'hui et de revenir dans le passé. Et en revenant ainsi dans le passé, d'arriver à un moment, à un endroit, disons, une sorte de limite à partir de laquelle nos théories actuelles ne s'appliquent plus, et de se dire qu'au-delà de cette limite, toutes les histoires potentielles de notre univers existaient. C'est ce qu'on appelle top-down, ça part d'aujourd'hui et ça remonte jusqu'à l'origine de notre univers. Avec ce genre d'idée, la notion d'apparition de notre univers tout entier disparaît. Il y a l'ensemble des possibles qui existaient et qui a donné à un certain moment l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est absolument fascinant comme pensée et comme domaine de recherche, et qui, il se trouve, a des conséquences potentiellement observables. On verra ça bientôt. Je vais bientôt arriver à la fin de ce que je voulais vous dire sur Stephen, mais je vais vous donner juste deux petites choses. Ce qui est étonnant dans sa vision des choses, c'est que pour les trous noirs, sa compréhension des trous noirs, la façon dont son cerveau a fonctionné par rapport à ça, était en zigzag, avec changement d'avis, perte parfois de paris faits avec certains, d'aller dans certaines directions, de heurter un mur, de ne pas réussir, de repartir ailleurs. À chaque fois en découvrant des choses nouvelles, à chaque fois en réveillant l'esprit des gens, leur faisant remarquer que non, la façon classique de penser ne s'applique pas. En cosmologie, en revanche, il a créé ce qu'on appelle la cosmologie quantique. La cosmologie quantique, c'est d'appliquer comme ça les notions qu'on a de physique quantique à notre univers tout entier pour essayer de donner un certain sens à ce qui est observé dans le ciel. Sa vision par rapport à la cosmologie, étonnamment, a été toute droite, rectiligne. Il n'a jamais changé d'avis. C'est probablement pour ça qu'il a réussi à aller aussi loin dans ce domaine-là. Il a peut-être raison. Il avait peut-être raison sur la façon dont notre univers est né. Pour l'instant, il est difficile de le vérifier. Toutes ces choses-là, Stephen l'a fait depuis dans des conditions qui n'étaient pas forcément les plus optimales. Sa capacité de communiquer était fort réduite de par la perte de sa voix et de mouvement, etc. Mais il a toujours eu cette faculté terriblement humaine de vouloir combattre pour l'humanité elle-même. Non pas pour certains individus, mais pour nous en tant qu'espèce vivant sur Terre, en tant qu'espèce potentiellement menacée par l'hostilité cosmique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dès qu'on sort de la protection de notre petite planète, l'univers n'est pas fait pour nous. On a pourtant la capacité de survivre grâce aux universités, grâce à la recherche, grâce à la compréhension de qui nous sommes et une certaine humilité que nous devrions avoir face aux éléments. Je me souviens, pour vous donner une petite idée du personnage, je me souviens il aime à appuyer là où ça fait mal. Il aime que les gens se retrouvent dans une situation dans laquelle on est obligé de réfléchir. La première fois que j'étais avec lui à Santa Barbara aux États-Unis, j'étais en première ou deuxième année de thèse, et il donnait une conférence sur les trous noirs, un peu sur les trous noirs. Et
à la fin de la conférence, on monte à l'étage et les 3-4 personnes les plus importantes, il y avait 2 prix Nobel, un médaille Fields, 2 médailles Fields, le directeur du département, Steven et moi, on était là, et l'ordinateur de Steven crash. Et j'étais censé être en train de travailler avec ça, sur ce genre de sujet avec lui, mais ça faisait qu'1 an et demi que j'étais là-dessus, 1 an et demi que je ne dormais pas et que j'essayais de comprendre de quoi il s'agissait. Et il me regarde et je lis dans ses yeux, vas-y, réponds aux questions pour moi. Et alors j'ai les questions, je commence à répondre, je commence à avoir une suée pas possible, surtout que je vois sur sa tête qu'il me fait, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et voilà, mais en 25 minutes, je pense que j'ai fait un bond de 4 années de compréhension de ces choses-là. C'est ce qui se passait tout le temps, systématiquement, avec lui. Et ça se passait systématiquement en toute intelligence. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas juste à la surface. Je vous donne un autre exemple et je terminerai là-dessus. On était à Cambridge. Vous avez peut-être tous vu Harry Potter. Dans Harry Potter, il y a ces grandes salles où dînent les élèves. Bon, bah, c'est exactement comme ça à Cambridge. Pour ceux qui y sont allés, vous avez dû reconnaître. Mais c'est exactement comme ça, des grandes salles en bois, avec une table plus haute que les autres, la high table, qui est un peu sur une estrade comme ici, et tous les élèves qui dînent plus bas avec des grandes tables bien longues sur des bancs. Mais ici, non seulement la nourriture, c'est pas le truc infect qu'on donne aux élèves, c'est délicieux. Il y a des châteaux Margaux, tout ça, c'est absolument délicieux. Et du coup, on regarde les élèves avec un peu de dédain. Mais ça fait partie, j'imagine, de la hiérarchie. Et je dînais souvent avec Steven là. Et un soir, comme souvent, il y avait des invités de marque. Ce soir-là, l'invité de marque était l'inventeur de la bombe H. Alors pour ceux qui ne savent pas, la bombe A, c'est pas bien, la bombe H, c'est bien pire. On était à table, je ne donnerai pas son nom parce que j'aime pas trop, on était à table et il était là à pérorer. Tout le monde était très fier de l'avoir invité. Tout le monde était en train de lui faire des courbettes et Steven a mis son ordinateur au volume maximum en lui disant « Vous n'êtes que des conneries ». Et il est parti avec sa chaise à ce moment-là, me laissant au milieu à faire « Oui, bon, bah, ok ». Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que en science, on peut parfois perdre la vision de ce qui se passe dans la vie réelle. Steven n'a jamais perdu cette vision, il a toujours voulu garder les pieds sur terre, et il a toujours compris que notre avenir peut avoir un sens et un futur grâce à la science, mais que cet avenir peut aussi, si la science est mal faite, être réduit dans le temps. Je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre par rapport à son courage, par rapport à sa capacité de penser et par rapport à son combat pour l'humanité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.